Mm. Ok, donc salut Rebelle Créative, une nouvelle entrevue avec une femme exceptionnelle que j'ai découvert sur Facebook en fait. Elle a laissé un commentaire et puis par la suite bien sûr je regarde toujours qui sont les personnes qui laissent un commentaire et si elles ont une page je vais voir leur page également et j'ai comme ça un petit peu regardé ce qu'elle faisait. Je trouvais ça trop cool. C'est DS in Love pour ce qui est de la page Facebook et sinon c'est Alice de Bernard et c'est génial, elle a un sujet bien à elle, une approche qui est je pense super intéressante surtout par rapport à cette période de l'année qui est toute chaude, l'été hein. Célibataire et spirituelle sur le chemin de la relation amoureuse. C'est ça, Alice? Oui, c'est ça, Henriette, super, magnifique. Et je trouve ça génial parce que tu cibles vraiment bien. Moi, ça me parle à fond. Indépendante, célibataire, spirituelle. On dirait qu'on t'a envoyé sur Terre pour me parler direct. Donc, et puis bon, au niveau de la communauté Rebelle Créative, ça rassemble en fait justement beaucoup des femmes qui sont aussi des femmes indépendantes, spirituelles, pas forcément célibataires, mais en tout cas le message de l'indépendance, la liberté d'esprit est très fort en fait dans cette communauté. Donc, et je trouve ça super intéressant d'avoir une conversation avec toi. D'autant plus que j'aime aussi l'approche hyper naturelle et très authentique. De toute façon, vous allez le voir, hein, Alice est super authentique. Puis ses partages aussi, c'est souvent basé sur ses propres expériences. Et puis quand on parle de relations, je pense qu'il n'y a rien de plus vrai que de justement parler de ce que tu as vécu plutôt que de te poser comme ça en connaisseur, on ne sait pas trop d'où ça vient. Alors ça va être super. Moi, j'ai vraiment hâte, donc on commence ça tout de suite, la conversation. Mais on va commencer peut-être avec ton parcours d'abord, d'accord? Parce que là, personne, enfin, je veux dire, tout le monde ne te connaît pas forcément. Et aussi en termes de métier, c'est pas quelque chose de super banal et connu. Peut-être que d'autres seraient attirés par ce chemin. Donc voilà, on va voir un peu voir comment est-ce que toi, t'arrives à devenir, donc à accompagner les femmes dans leurs relations amoureuses. Okay. Alors, je vais peut-être te poser une question d'abord précise. Parce que moi, j'ai regardé un petit peu ta bio et on va peut-être commencer avant que tu te lances. Donc, c'est quoi que tu faisais avant de suivre ce chemin plus spirituel, on va dire? D'accord. Eh bien, écoute, j'ai commencé en fait une petite carrière en marketing. Tu vois, moi j'ai fait des études en école de commerce. Donc j'ai eu un parcours scolaire très positif. J'étais plutôt une bonne élève depuis l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Ouais. Et pourtant une enfant hypersensible. Mais j'ai réussi à me caler, à rentrer dans le moule de l'éducation scolaire et ne sachant pas que choisir, moi je voulais rester dans quelque chose de très général, tu vois, quelque chose de créatif, en lien avec les gens. Et puis voilà, j'ai été amenée à visiter une école de commerce et c'est comme ça que j'ai fait une école de commerce en me disant, au moins là, je me fermerai pas de porte. Ouais. Ne sachant pas quoi faire en fait. Ouais. Et j'ai commencé comme ça, et j'ai choisi une spécialisation en marketing. Okay. Et j'ai commencé mon job dans le marketing, en fait. Derrière un ordinateur, au bureau, toute la journée, à créer des promotions et des produits pas du tout naturels pour vendre aux consommateurs. Rien à voir avec l'accompagnement au développement personnel. Totalement, effectivement. Et qu'est-ce qui fait que finalement tu te dis que c'est pas le bon endroit? Enfin, en fait, c'est plutôt intérieurement. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe qui fait que tu te dis non, faut pas que je reste là-dedans? Eh bien, ça s'est passé très tôt, en fait, à la fin de mes études. Quand j'ai eu fini mon stage de responsabilité, je me souviens, je prends le métro, j'étais à Paris à cette époque, et déjà, je ne voyais plus loin devant moi. C'est-à-dire que j'avais perdu ma vision, tu vois, alors du fait de l'ordinateur, bien sûr, toute la journée sur l'écran, mais aussi, tu vois, pour la symbolique, c'était la fin de mes études et j'arrivais pas à lire de loin. J'arrivais pas à lire de loin. Et là, je sentais que j'avais pas envie de rentrer dans le moule comme tous mes collègues de promo qui commençaient à faire leur carrière dans les cabinets d'audit, tu sais. Et tout le monde me disait, il faut que tu te lances là-dedans, 5 ans pour faire ta réputation, et puis après, si tu veux, tu iras vers d'autres chemins, peut-être en province, pour une meilleure qualité de vie. Et moi, je sentais à l'intérieur que ça me disait non. Mais là, t'as quel âge à peu près? Pour juste se situer un peu. Quel âge j'avais? J'avais, à la fin de mes études, 21, 22 ans. D'accord. Ouais.
Voilà. Et du coup, je suis pas restée en région parisienne, je suis partie en province où je me suis inscrite en agence d'intérim. Je me suis dit, en attendant de trouver un job en marketing. En province, c'était plus difficile, mais bon. Et moi, la qualité de vie, pour moi, déjà, était importante. Tu vois, je le sentais. Et voilà, j'ai eu un job de guide qui devait durer juste une saison pendant 1 mois et demi pour être guide touristique. Okay. Et finalement, je suis restée 2 ans à ce poste parce que je me suis éclatée. Ouais. Animer des groupes, voilà, transmettre les valeurs de l'entreprise, créer une ambiance dans les gens qui venaient visiter, enfin, voilà. Et bon, après, j'ai rencontré quelqu'un, je suis tombée follement amoureuse, donc vraiment le truc de tomber amoureuse. Est-ce que c'était la première grande relation amoureuse ? Non, c'était pas la première. J'en avais une quand j'avais 17 ans, vraiment le premier amour, tu vois. Ouais. Mais après, non, ça c'était vraiment la deuxième, mais vraiment, ouais, tombée amoureuse, tu vois. Et là, je suis rentrée de nouveau dans les rails, on va dire, de la vie. Je me suis installée avec lui, j'ai retrouvé un job en marketing. Et puis voilà, nous avons rénové une maison, enfin, tu vois, tout ce qui va bien. Ouais. Jusqu'au jour où ça n'allait plus et je me suis rendu compte que cet homme-là n'était pas fidèle. Et puis parce que peut-être que moi j'étais pas vraiment non plus fidèle à moi-même dans cette vie là que j'avais tracée. Je croyais que c'était ça en fait qu'il fallait faire, tu vois. Ouais. Une fois que tu trouves le bon mec, il faut se ranger et donc en fait suivre le chemin traditionnel en fait. Et ça a l'air d'être un peu l'objectif, hein, trouver le mec avec qui on va être bien pour finalement rentrer dans ce chemin-là, tu vois. Exactement. Exactement. Et là, tout s'est enchaîné, tu vois. Ça a été, comme je le dis dans mon chemin de parcours de vie, là, ça a été 3 électrochocs qui sont venus me chercher comme pour me faire sortir du coma. Donc j'ai découvert que cet homme-là n'était pas fidèle. Bon, j'ai essayé de le quitter une première fois, j'ai pas réussi, et puis finalement j'ai réussi à partir. Ça m'a brisé le cœur, enfin, comment dire. J'étais vraiment dans un amour à l'époque très fusionnel. Donc c'était le modèle d'amour que je connaissais, moi. C'est ce que j'avais compris de l'amour. Et donc l'autre était ma moitié. Au sens, tu vois, au sens premier. Ce qui fait que quand je m'en suis séparée, il me manquait une moitié. Et là, j'ai vraiment souffert. Et donc j'ai commencé là un travail sur moi. Et j'ai rencontré une kinésiologue. Et là, j'ai commencé à me découvrir, en fait. À découvrir que mon corps avait une mémoire, que mes cellules contenaient la mémoire de mes émotions, que ma tête n'était pas coupée de mon corps. Enfin, j'ai découvert tout un monde parallèle. Et je me suis reconnectée à mes sensations, à mes émotions, à mon intuition, et toutes ces choses-là que j'avais un petit peu laissées de côté. Et ce travail-là, il te prend à peu près combien de temps en fait, tu vois, entre le moment où tu vis le gros choc, l'électrochoc, où tu es perdu, et quand tu commences à faire tout ce travail pour revenir et te reconnecter à toi-même et à ton corps, tu dirais c'est à peu près combien de temps ce travail-là que ça t'a pris? En fait, il a fallu, je pense, au moins 1 an pour aller mieux et aller re-remplir cette moitié de moi, cette moitié manquante de moi. Okay. Tu vois, je dirais à peu près 1 an pour combler ce vide par moi-même. Mais en parallèle de ça, dans les 6 mois qui ont suivi cette séparation, j'ai aussi été dans un plan de licenciement économique. Okay. Donc j'ai perdu mon job dans le marketing. Ah, le marketing, c'est vrai, ouais. Voilà. Et en plus, j'ai eu une maladie aux ovaires. Donc tout ça est très lié, puisque quand j'ai quitté mon compagnon de l'époque, donc j'ai commencé ce travail, tu vois, personnel et spirituel. Et comme je me reconnectais à mon corps, j'ai commencé à changer d'alimentation, à regarder les ingrédients des produits que j'achetais. Et donc je suis devenue, on va dire, attentive à ce que je mettais dans mon corps. Et donc je suis passée à une alimentation naturelle, bio. Et un jour, je me suis rendu compte que je prenais ce médicament-là tous les jours qui s'appelle la pilule. Et je me suis dit, mais ça... Pourquoi je prends ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et bon. Et j'ai décidé d'arrêter la pilule, sauf que ça faisait 15 ans que je prenais la pilule, tu vois. Et que mon corps n'avait jamais su fonctionner naturellement sans cette pilule. Et j'ai senti que là, c'était un sacré cap dans mon chemin de femme, parce que on me l'avait donnée très jeune, enfin, on me l'avait prescrite pour des problèmes d'acné. On n'arrivait pas à solver.
Et puis parce que j'étais pas bien réglée, donc voilà. Et je me suis dit, si j'arrête cette pilule, ça va être assez long, je pense, pour récupérer un rythme naturel. Et effectivement, ça a été assez long. Les gynécologues m'ont, on va dire, sorti le carton rouge. Ils m'ont dit, mais attention, qu'est-ce que vous faites? Il faut reprendre la pilule absolument pour redéclencher des règles, parce que je n'avais plus de règles en fait. Ouais. Et ils m'ont fait flipper, tu vois, avec leur blouse blanche. J'ai dit, oulala, ouais, ok, bon. Donc j'en ai repris une. Et bien sûr, le mois qui a suivi, j'ai eu des règles. Mais intérieurement, je sentais que c'était pas juste, mon corps avait besoin de temps pour éliminer toute cette chimie et essayer d'avoir des règles naturellement. Ouais. Et donc là, ça a été une première traversée du désert, j'ai envie de te dire, parce que j'ai arrêté d'aller voir un temps ces gynécologues-là, en essayant d'être vraiment en partenariat avec mon corps, et en lui disant, écoute, je sais qu'il va falloir du temps pour que tu élimines toute cette chimie, et je vais te laisser le temps qu'il faut pour récupérer ton rythme naturel. Ouais. Et ça a pris 2 ans. 2 ans, hein. 2 ans pour récupérer un cycle, en fait. Donc ça a été aussi difficile parce que donc j'avais des kystes aux ovaires. Et ces kystes-là, se sont, on va dire, sont sortis par la peau et la peau du visage. Donc c'était hyper douloureux. Un gros travail sur moi pour dépasser ce qui était en train de sortir au niveau des apparences, tu vois. Bah oui. Wow. Et voilà, ça a été très très dur. Ouais. Surtout que suite à ce licenciement économique, eh bien moi j'avais changé d'entreprise, bien sûr, par la force des choses. Ouais. Et comme j'avais évolué personnellement et spirituellement, j'avais cherché une boîte qui soit en accord avec mes valeurs. Ouais. Donc, j'avais trouvé une société super qui crée des cosmétiques bio, respectueuses des animaux, de l'environnement, qui choisissait des ingrédients en commerce équitable, tout ça, donc génial. Et j'ai été travailler pour eux en tant que ambassadrice de la marque et formatrice sur les points de vente. D'accord. Donc tu vois, j'avais un poste d'ambassadrice et à ce moment-là, j'avais justement tous les kystes qui ressortaient sur le visage. Oh mon Dieu. Horrible. Horrible. Mais bon, alors là, ça m'a fait beaucoup travailler sur moi, encore plus que ce que j'avais pu initier en kinésiologie. Et là, j'ai tout essayé, quoi. Je sais pas te dire combien de médecines parallèles j'ai pu explorer grâce à ce problème de santé. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je dis grâce, mais à l'époque, j'étais un peu triste de ce qui m'arrive. Ça chamboule, hein, je dis, au niveau de la confiance, parce que, mine de rien, on est beaucoup, on s'identifie énormément à notre physique. Hein. Genre, moi, j'ai pas eu forcément de kyste, mais moi, j'ai dû passer. C'était nécessaire dans mon développement d'aussi me redéfinir physiquement. Puis, à un moment donné, je m'étais rasé complètement la tête. Hein. Et c'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer faire un jour, mais c'était nécessaire parce que je me défrisais les cheveux et que je me reconnaissais juste plus comme ça. Et puis, il y avait aucune autre façon d'enlever ces cheveux défrisés que de complètement se raser la tête, tu vois. Donc ça aussi, tu vois, par rapport à la définition de la beauté, plus de cheveux pour me cacher derrière ou quoi que ce soit, mais malgré tout, continuer à se montrer parce que je faisais déjà des blogs où je mettais mes photos et tout ce que tu veux. Donc, ça résonne ce que tu dis. Ah ouais. Mais en fait, là, ça a été vraiment... j'ai senti ça comme une épreuve du feu, hein, tu vois, vraiment la traversée du désert. Mais ça a été là que j'ai renoué avec mon corps dans un partenariat solide, tu vois. Donc c'est vraiment un cheminement interne qui te ramène à ta féminité en fait. C'est vraiment de reconnaître que tu es une femme. T'es pas juste, t'as pas juste des seins, des fesses et puis tu es une femme parce que tu as ces attributs-là. Tu es une femme parce qu'il y a une certaine énergie en toi qui fonctionne d'une certaine manière. Tout ce qui est hormonal aussi, de prendre en compte tout ce jeu hormonal qu'en réalité, en général, on essaie d'effacer, on prend la pilule, on met des Tampax, on essaie vraiment d'effacer tout ce qui peut nous identifier en tant que femme pour ce que nous sommes réellement. Tu vois, la féminité devient juste des attributs physiques en fait. J'ai des seins, une paire de fesses, des hanches plus larges qu'un homme et puis voilà. Je suis une femme. C'est ça, et parfois même ça devient des inconvénients, tu vois. Parce que moi, dans mon cheminement au départ, quand j'ai fait une école de commerce, j'étais dans l'esprit carriériste. J'avais envie, moi je viens d'un milieu social très modeste, j'avais relevé le défi de sortir de ce milieu social,
de gagner très très bien ma vie, à la hauteur, mais tu sais, il y avait un truc à la hauteur des hommes, sans qu'il y ait de différence, en me battant avec les mêmes armes qu'eux. Et effectivement, alors là, tu t'occupes pas du tout de ton cycle, de ton rythme naturel, des hauts, des bas, parce que quand on est une femme, il y a des hauts et des bas. On n'a pas la même énergie chaque semaine. Mais alors ça, mais j'en avais pas du tout connaissance, pas du tout conscience. Et j'étais loin de mes, comment dire, de mes dons féminins à l'époque. Ouais. J'étais beaucoup dans la performance, l'activité, le contrôle, tout ça. Et tous les dons d'intuition, sensibilité, coopération, bah non, j'en étais bien loin quand même. Hein. Bah, c'est surtout qu'on n'a pas énormément de modèles aussi par rapport à ça. On ne voit pas énormément ces valeurs-là s'exprimer parce qu'elles sont considérées comme étant les valeurs faibles. Donc on ne veut pas être faible, surtout si tu es une femme indépendante. Parce que nous, il y en a des femmes qui les expriment. Mais elles ne correspondent juste pas au type de modèle. Tu vois, genre tu vas retrouver ces valeurs justement de collaboration, celles qui nourrissent et tout, dans les mères au foyer. Ça semble aller juste avec ce type de femme, tu vois. Mais si toi, tu ne t'identifies pas à la mère au foyer et tout le tralala qui va avec, bah du coup, c'est comme si tu pouvais pas exprimer ces valeurs-là. Ou tout simplement, tu peux pas exprimer cet aspect de toi. Tu dois être beaucoup plus masculine. Si tu es ambitieuse, il y a qu'une façon d'exprimer cette ambition. Tu peux pas l'exprimer tout en nourrissant les autres, ça ne marche pas. C'est soit tu les écrases pour son ambition personnelle, mais les deux ne semblaient pas fonctionner. Mais c'est qu'on manque de modèles par rapport à ça, tu vois. Si tu vois l'expression de ce type d'ambition et de ce type d'indépendance chez une autre femme, en réalité, ça nous libère. Oh, je peux rester comme je suis. C'est ça que t'es là, toi, notamment. Hein, ça, tu l'incarnes parfaitement. Bah oui, exactement ça. Et puis je vais chercher vraiment toutes les femmes que je peux trouver qui l'incarnent également parce que c'est important. Tu vois, il y a un changement qui se fait dans cette société et puis je pense qu'il y a un décalage qui est vraiment immense entre ce qui nous est reflété encore et la réalité, tu vois. Aujourd'hui, on est un peu toutes comme ça. Je pense pas qu'on ait des exceptions, toi et moi. Au contraire, je pense que la majorité des femmes aujourd'hui se sentent comme ça, mais n'ont pas trouvé un vecteur pour exprimer ça parce qu'elles n'en ont pas. Alors si on leur offre ces ponts, ces ouvertures, bien, ça leur permet tout simplement, elles aussi, de l'exprimer. Et puis, on crée un nouveau modèle de femme comme ça. Tu vois ouais, exactement. C'est vrai que plutôt que de dire, tu vois, moi, je souffrais que le monde soit pas plus coopératif, pas plus intuitif, pas plus doux. Et en fait, j'ai regardé que c'était moi qui n'étais pas comme ça avec moi. Ouais. J'étais pas assez douce avec moi, pas assez parfois coopérative avec toutes les parties de mon être. Et j'ai dit, tu sais bien, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc si tu veux plus de douceur dans le monde, Alice, sois un peu plus douce avec toi. Exact. Hein? Je vais parler d'un truc que j'ai vu que tu avais fait aussi, c'est que tu as fait des retraites dans le désert. Tu as vécu dans le désert pendant un moment. Ouais. Bah, justement, quand j'ai quitté cette boîte-là de cosmétiques bio, parce qu'après avoir été représentante de la marque sur les points de vente pour former les équipes, j'étais passée au siège dans un projet de management coopératif justement, où j'étais chargée du développement personnel des salariés dans l'entreprise. Sauf que c'était un projet, on va dire, un peu poudre aux yeux puisqu'ils n'ont pas poursuivi et la crise en 2009 est arrivée et ils m'ont dit oulala, l'épanouissement de l'humain, c'est pas notre priorité en cas de crise. Ok. Ah mince, j'avais choisi cette boîte pour ses valeurs et là je me suis rendu compte que finalement dans les temps difficiles ils gardaient pas ces valeurs-là. Ouais. C'est là que j'ai décidé de partir et je suis partie faire une retraite dans le désert pendant 10 jours. Donc au départ j'y allais vraiment pour faire le point. Parce que moi, je sentais que l'accompagnement de l'humain, suite à ce que j'avais vécu dans cette boîte, c'était vraiment là où je me sentais bien et légitime et performante aussi. Et je me suis dit, mince, ça s'arrête et qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Et je pensais même, tu vois, j'envisageais de faire des études de kinésiologie vu que mon déclic était venu par la kinésio. Ouais. Et j'ai dit, bon, je pars dans le désert et je vais faire le point là-bas. Et j'avais suivi une personne qui organisait des stages comme ça. J'avais ça dans la tête depuis 6-8 mois. Mais ma petite voix me disait, quand tu partiras dans le désert, tu ne pourras pas reprendre ta vie comme avant. Donc j'avais gardé le projet, tu vois, en tête pendant 8 mois. Et ça s'est posé comme ça quand j'ai quitté l'entreprise. J'ai dit, allez, c'est le moment. Et je suis partie 10 jours. Et là, ça a été une révélation, une reconnexion totale avec mon âme, avec mes intuitions, avec le sens de ma vie. Et j'ai senti que non, j'étais pas à côté de la plaque dans cette boîte-là, j'étais carrément sur mon chemin. Et c'est juste que je pouvais pas l'exprimer dans
dans la structure de l'entreprise. Et donc, je suis revenue après dans le désert, puisque la personne qui animait, on a eu un super feeling. Et j'ai eu un très bon feeling avec les autres participants, si bien qu'ils ont cru que je faisais partie du staff. Et j'ai dit, ouais, ça c'est tout à fait ce que j'aime faire, hein, animer des groupes comme ça, d'éveil de conscience, de motivation, tout ça. Et donc la personne m'a proposé de venir co-animer avec elle le campement dans le désert pendant plusieurs mois. Et je suis partie comme ça pendant 3 mois. 3 mois en immersion totale dans le désert du Sahara. Et ça a été juste un accélérateur de particules, quoi. C'est sûr. Alors, là, c'est waouh. Ouais, c'est une formation puissance 10 000 puisque tu es en immersion pendant 3 mois avec des participants qui venaient 8 jours, 10 jours et qui repartaient. Et on est... alors, les gens croient que c'est vide dans le désert, il se passe rien, mais en fait, il se passe énormément de choses. Ah ouais. Surtout quand tu es dans un campement comme ça avec des êtres humains qui viennent se ressourcer, se poser des questions, peut-être trouver des réponses. Et nous, on anime ça, en fait. On anime les échanges, les prises de conscience, les révélations, les reconnexions à soi. C'était magique. Et là, j'ai vraiment ancré, on va dire, mon slogan qui est j'écoute mon ressenti, je lui accorde du crédit et j'agis à partir de lui. C'était la règle dans ce campement-là. Base. Et une fois que ça, c'est bien ancré en toi, tu peux ensuite expérimenter tout ce que tu souhaites. Ouais, exact. T'as ton GPS, il est bien... comment dire, tu as retrouvé ton or. C'est-à-dire, peu importe où tu vas, tu peux maintenant faire les expériences, tu n'as plus peur de te perdre ou tu peux vraiment te laisser aller à même devenir complètement quelqu'un d'autre si tu en as envie. Il n'y a pas de problème. Tu sais qu'au moment où tu en as assez, où c'est bon, tu sais revenir à toi en n'ayant pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit ou qu'il y avait même ne serait-ce qu'une chance ou un doute que tu puisses t'égarer. Cette idée n'existe juste plus en fait. C'est ça. C'est ça, ton ressenti, il est toujours là. Toujours. Même si t'as l'impression parfois, moi ça m'arrive, hein, je reconnais, hein, ça m'arrive parfois de dire, oh là, je suis coupée, là, je sens plus rien. Non, mais il suffit de se poser un peu et de poser les questions, de demander et on reçoit toujours les réponses. Toujours. Que ce soit dans... Tu vois, moi je dis à mes clientes, une chanson qui vous vient à l'esprit, attention. De quelle phrase il s'agit? Là, vous avez un message de votre âme. Tu vois, c'est des choses parfois qui nous passent comme ça à travers l'esprit, on se rend pas compte, mais on a toujours des messages. Tout le temps. Surtout si on demande. Ouais, surtout quand on demande. Moi, je sais pas si t'as ça. Moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est souvent justement même l'idée de me perdre. Parce que vu que je ne peux pas me perdre, je sais que à partir du moment où tu réintègres les différentes parties de toi, tu reconnais l'expérience pour ce qu'elle est, c'est-à-dire juste une expérience. C'est un petit peu, si on allait dans une... Moi, j'adore la science-fiction, donc c'est un peu comme si tu devais le mettre science-fiction, c'est vraiment ça. On nous a envoyés ici pour vivre une expérience en 3 dimensions, tu vois. Un petit peu le fantasme qu'en tant qu'humain, on a l'envie de reproduire constamment avec tous nos films en 3 dimensions et tous ces jeux qui nous permettent de vivre l'expérience en 3D. C'est qu'on recherche constamment à refaire cette expérience hors de notre corps. Parce que cette expérience est tellement géniale que notre seule ambition est de la reproduire encore et encore et encore et encore en externalisant tout ce qui est en nous, tu vois. Notre cerveau, on en a fait un ordinateur, enfin tout ce qui est possible, on l'externalise pour retrouver de nouveau la sensation parce qu'on l'a oublié, tu vois. Parce qu'on est tellement identifié à l'expérience qu'on vit qu'on oublie que on l'a là pour de vrai. Alors moi, c'est ça que je trouve génial aujourd'hui, c'est de pouvoir me laisser aller, tu vois, tout simplement. C'est de accepter une déconnexion totale et puis de dire « Oh là là, je suis dedans !» Ah ouais, j'adore. Mais donc toi là, tu es dans le désert, tu accompagnes les gens qui sont là en train de se reconnecter. Donc toi, tu vois ces transformations se faire en live devant tes yeux pendant 3 mois. Mais là, tu sors de là. Au bout de 3 mois, cette expérience se termine, tu reviens à la vie de tous les jours, la ville, les voitures et tout ce qui s'ensuit. Comment tu navigues là-dedans, en fait, pour revenir? Alors là, c'est vrai que c'est un choc, quand même. Hein. C'est un choc parce que je me rends compte, à ce moment-là, qu'on vit dans des boîtes. Et on vit dans des boîtes, plein de boîtes. On prend une voiture, on est dans une boîte, dans une caisse, tu vois, on dit une caisse. On rentre dans notre maison, que ce soit une maison ou un appartement, c'est une boîte. On va travailler dans des boîtes. On sort en boîte. Tu vois, c'est
Pierre Rabhi qui dit ça. Et j'adore la façon dont tu le dis. Il en parle dans le film Enquête de sang. Je sais pas si tu as vu le film documentaire Enquête de sang. Et voilà, il exprime comme ça très très bien. Et c'est la sensation que j'ai eue en revenant du désert. Donc ça a été un choc. Et ce qui m'a surtout choquée, c'est que j'avais vécu pendant 3 mois avec des bédouins dans le désert qui franchement n'avaient quasiment rien. On vivait avec le minimum, tu vois. Les tentes en toile de chameau, là. Le feu de camp avec une casserole noircie par le charbon, mais on faisait toujours la cuisine là-dedans, et point. Et là, j'arrive en France, à l'époque j'habitais dans la Drôme, et je sentais la morosité, la tristesse, la dépression des gens, alors que tout le confort était là. Et là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment un gros décalage entre des gens qui ont peu de moyens et d'autres qui ont tous les moyens, des gens qui vivent dans la nature mais qui sont connectés tout le temps, ils ont les pieds dans le sable, la tête dans les étoiles, tu vois. Et du coup, ils sont vachement nourris par ça. Et nous, dans les boîtes, on peut pas sentir ça tous les jours. Alors moi, attends, là j'ai une question pour toi du coup. Oui. Quand tu dis qu'eux ils sont connectés, les pieds dans le sable, la tête dans les étoiles, est-ce que si tu avais le choix, est-ce que tu choisirais de vivre de cette façon-là tout le temps? Eh bien non, puisque je suis revenue. Ok. Je suis revenue, j'ai animé quand même des séjours dans le désert moi-même. Là, j'étais pas en co-animation, j'en ai lancé 2 où ça s'appelait Cheminer vers l'essentiel, Cheminer vers soi. Et j'ai senti, suite à différents retours des participants, que c'était vraiment très très fort, mais que la difficulté pour eux, c'était de garder le fil quand ils étaient justement dans cet environnement quotidien. Je me suis dit, ok, maintenant ma mission, c'est d'accompagner les gens à garder cette connexion à l'essentiel, mais dans l'environnement où on est né. Je me suis dit, si je suis née ici, c'est que voilà, ça a du sens aussi. Et dans le désert, quelle va être mon utilité? Comment je vais apporter ma contribution? Oui, ce sera super pour moi. Génial, mais en quoi je contribue à transmettre ça dans le monde? Non. Donc ma place, elle est là. Et auprès de ceux qui ont envie de se reconnecter à cet essentiel, puis en particulier les femmes aujourd'hui, tu vois. C'est ça, les femmes. Et si on parlait un peu d'amour là maintenant? Alors oui. Parlons d'amour. Donc avec tout ça, j'ai fait quand même diverses expériences après cette séparation douloureuse, difficile. J'ai beaucoup critiqué, figure-toi, la situation que j'avais vécue et les femmes avec qui cet ancien compagnon m'avait trompée. C'était de leur faute, c'était des tu vois. Elles savaient quand même bien que t'étais en couple, et voilà. Et jamais, moi, je ferais ça si je savais qu'un homme était en couple, jamais, d'accord, ne jamais dire jamais. Et en fait, la vie m'a proposé une expérience avec un homme marié, où là, j'étais très, très fort enseignée, puisque j'ai résisté. J'ai résisté pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, tu t'es retrouvée, en fait, dans la peau de l'autre. Exactement. T'as tout compris. Et j'ai été la maîtresse, en fait. Après avoir lutté quand même, j'ai résisté, et jusqu'au jour où je me suis dit, mais attends, mais moi je suis libre, en fait. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, je me sens attirée par cet homme, il y a vraiment un super feeling, des super échanges. J'ai envie de vivre cette histoire, quoi. Et lui, par contre, il est marié, mais ça, c'est pas de ma responsabilité. Donc j'ai dit, écoute, moi j'ai envie de vivre l'histoire, maintenant, je peux pas porter la culpabilité, et je prends ma responsabilité, je la vis, mais toi, par contre... tu n'es pas libre, est-ce que tu en prends la responsabilité? Et voilà, et on est rentré dans cette histoire-là, ça a duré 2 ans, ça m'a appris énormément, puisque là, ça basculait complètement du schéma d'amour fusionnel que j'avais eu avant, et c'était un amour obligatoirement libre. Je ne pouvais pas posséder l'autre. Il ne m'appartenait pas, et jamais il ne m'appartiendrait. Et là, j'ai vraiment exploré plein de dimensions de l'amour, l'amour vrai, l'amour qui ne possède pas, l'amour libre, qui circule d'un émetteur à un récepteur. Alors, sans engagement, ça m'allait bien aussi, il faut dire. Pourquoi j'ai attiré cette expérience? Mais c'est ça. Mais est-ce que tu vivais vraiment bien? Ah, super bien. Attends, c'est l'époque où je partais dans le désert, 3 mois, je revenais, je repartais. D'accord, donc ça te convenait, en fait, comme situation. Ça me convenait très bien. Je me suis rendu compte, a posteriori, que ça m'allait très bien, puisque à l'époque, en fait, j'étais pas du tout prête à m'engager. J'étais flippée. J'avais été hyper blessée par l'expérience d'avant, et j'étais morte de trouille de m'engager à nouveau. Donc finalement, pourquoi j'ai attiré un homme marié? C'était parfait. Il n'y a pas de risque.
Il n'y a pas de risque. Il y a pas de risque. Et même si tu croyais tomber amoureux, c'est pas grave parce que de toute façon, il peut rien se passer de plus. Il n'y a pas de suite à ça, c'est impossible. Exactement. T'as tout compris. Donc c'était, bah voilà, parfaitement une belle co-création, tu vois, de nous deux. Après, j'ai eu envie d'arrêter la relation pour une simple et bonne raison, c'est que je suis quelqu'un d'authentique et d'entier. Et à un moment donné, ça m'a été difficile de pas pouvoir être en lumière dans ma relation avec lui. C'est-à-dire que mes amis me demandaient, alors, on comprend pas, alors tu dois connaître ça, une fille si intelligente que toi, si jolie, si sympa, nanana, comment ça se fait que t'es toute seule? Hein? C'est comme si t'étais une tare. Et moi, en fait, je mentais. Je mentais, ouais, je sais pas. Alors que j'étais avec lui. Enfin, je le voyais, tu vois, très régulièrement. Et j'aime pas mentir. Pas du tout. Et là, ça a devenu inconfortable. Je mentais pourquoi? Pour le protéger. Et là, j'ai dit, écoute, de deux choses l'une. Soit tu es d'accord pour que je dise que j'ai une expérience amoureuse avec toi. Je ne te demande pas de quitter ta femme et tes enfants parce que je sais que ça contribue à ton bonheur et à ton équilibre. Et moi, je t'aime aussi heureux. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu l'aimes heureux. Tu l'aimes pas à toi. Et moi, je savais que ça faisait partie de son équilibre à lui. Donc, tu restes avec. Par contre, il faut que tu informes que tu as aussi une relation d'amour avec moi. Et moi, je peux en parler aussi à mes amis. Il a dit, mais ça va pas, tu es folle. Polygame. Elle est ouverte, mais ma femme n'acceptera jamais ça, quoi. Ok, donc si je ne peux pas être dans la lumière et dans la vérité avec mon entourage, on va arrêter la relation ici. C'est comme ça que j'ai arrêté la relation. Et puis, voilà. Et j'ai continué mon bonhomme de chemin. Et j'ai continué mes expériences initiatiques, l'accompagnement en développement personnel et spirituel. Et je me suis rendu compte, dans tous les stages que je faisais, qu'il y avait une majorité de femmes. Très souvent seules ou en transition, sur le point de quitter leur mari ou leur compagnon. Et moi-même, je sentais que j'étais un peu en résistance par rapport au couple. Tu vois, que finalement, j'avais réussi à me connecter à mon âme et à ma source d'amour, qui est la mienne et unique. Et je me sentais vraiment pleine et complète. Bah oui, pourquoi avoir une relation amoureuse, quoi, tu vois, Et puis, jusqu'au jour où j'ai senti vraiment l'envie de partager cet état d'être avec quelqu'un, de partager cette vision de la vie, et puis aussi d'avoir des échanges de peau à peau, de câlins, de douceur, et que ça, je sentais qu'effectivement, ça manquait à ma vie. Même s'il pouvait y avoir des expériences ponctuelles, mais ça n'a rien à voir avec un échange doux et amoureux dans le respect de l'un et de l'autre, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Mais cette peur du couple, toi, est-ce que c'est parce que tu as eu justement cette relation qui s'est mal passée avec cet ex qui t'a trompé, ou bien c'était l'avant, selon toi? Je pense que c'était avant. Puisque moi, je suis issue d'un couple de parents divorcés. D'accord. Donc, dans mon esprit, il y avait la croyance que de toute façon, à un moment donné, ça s'arrête. Tu vois, moi, j'avais 14 ans quand ils se sont séparés. Donc, à quoi bon s'engager à construire une histoire alors que de toute façon, ça va s'arrêter et puis les protagonistes vont souffrir. Tu vois, c'était, moi, mon expérience du couple. Sauf que là, j'ai aimanté à moi un homme qui, lui, croit à fond au couple. Lui, il a un modèle parental, ils sont ensemble depuis 50 ans, et il croit beaucoup en l'amour et aux vertus du couple, à la coopération dans le couple, et du coup, ça me fait énormément travailler là-dessus, quoi. Et sur toutes les résistances que j'avais par rapport à ça, à l'engagement, la liberté, coûte que coûte. Ouais. Tu vois, je veux rester libre. Mais d'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait un point dans ma vie, je me suis dit, mais en sortant du désert, je suis hyper libre dans ma vie. Hyper libre. Et j'adore ça. J'adore. Il y a une seule chose à laquelle je suis encore attachée, parce que je m'étais détachée, tu vois, du matériel, de la reconnaissance sociale, du titre, du poste dans l'entreprise, tout ça. J'étais détachée. Et quand j'ai fait le point, j'ai dit, non, il y a une seule chose à laquelle je suis attachée, c'est ma liberté. Et ça, c'est quand même un comble, d'être attachée à la liberté. À la seule chose qui est censée te donner, en fait, je sais même plus quoi dire parce que le mot liberté a l'air d'un coup complètement faussé maintenant. Mais tu sais, c'est marrant. Quand tu racontais ça, j'écoutais justement l'entrevue que tu avais fait avec un de tes amis ou collègues avec qui vous étiez. Et tu racontais justement que le mec avec qui tu es en ce moment, c'était pas du tout un mec qui t'attirait.
Et en plus de ça, si on regarde encore une fois, c'est qu'il n'était pas non plus sur un chemin de développement personnel ou quoi que ce soit. Donc, et pourtant, tu as bien raison hein, quand tu dis que des croyances que nous, les femmes indépendantes, spirituelles, avons par rapport justement au mec parfait, tu sais, il devrait être sur un travail spirituel ou développement personnel, tu vois. Moi, je pourrais même rajouter que c'est important que ce soit un leader quand même. C'est pas possible, je peux pas être avec quelqu'un qui est pas un leader. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant que justement, toi qui est un problème avec l'engagement, parce que ça dedans je me reconnais totalement, qui voulait un mec qui soit complètement dans un travail développement personnel, se retrouve avec un mec qui croit 100% au couple, qui l'attire même pas. Et donc raconte un peu ça. Oui, mais tu peux très bien en parler parce que justement, je crois que c'est ce qui m'a décidé à t'écrire quand j'ai lu l'introduction que tu as faite avant ta vidéo, tu vois. Ouais. Et quand tu disais que tu t'étais réinscrite donc sur le site de rencontre et que là cette fois tu avais bien fait ton profil et tu avais très très bien décrit ce que tu voulais exactement. Ouais. Et là ça m'est revenu, je dis putain l'idéal, mais l'idéal ouais, moi j'avais un idéal, je me dis qu'il serait prof de tai chi ou maître yogi ou effectivement conférencier en développement personnel, mais alors pas du tout. Et c'est là que j'ai eu envie de parler avec toi, tu vois. Je me suis dit ah là là, l'univers détient à notre disposition des ressources qui sont bien plus grandes que ce qu'on peut nous se figurer avec notre idée, l'idéal, tu vois. Et je serais passée à côté si j'étais restée coincée là-dessus. Vraiment, parce que lui, voilà, il est pas du tout dans le truc, il est commercial, il a jamais fait de stage de développement personnel, rien. Par contre, il a un esprit très ouvert et il est authentique. Et un cœur très très pur. Et à partir de là, eh ben, moi je peux tout communiquer avec lui, je peux lui faire partager mes activités d'illuminé, tu vois, et mettre aussi la relation au travail pour notre évolution à l'un et à l'autre. Et ça c'est génial. Pour moi ça c'est l'essentiel. Après j'ai envie de dire à toutes les femmes qui sont justement en quête de cet amour-là, de pas se limiter à ce qu'elles croient bon pour elles. Tu vois, est-ce qu'il doit être tel âge, est-ce qu'il doit être de telle nationalité, est-ce qu'il doit avoir fait ça dans sa vie, est-ce qu'il doit être dans tel secteur d'activité professionnelle, oh là là, non. Moi justement dans l'accompagnement que je propose, il y a un moment donné où j'invite les femmes à décrire, à se connecter en fait à lui, parce qu'il faut savoir que le mec que tu vas attirer, il existe déjà Henriette. Ah oui je le sais, t'inquiète. Il va pas naître demain, tu vois, il existe déjà. Donc de te connecter à lui lors d'une méditation de cœur à cœur, mais vraiment quand tu te sentiras prête, parce que parfois on n'est pas complètement prête encore. Et de d'écrire comment tu te sens, comment tu te sentirais quand tu es en sa présence. C'est complètement différent que de te dire il doit être comme ci, comme ça, comme ça. C'est comment je me sens quand je suis avec lui en fait. Comment je me sens. Mais tu sais, c'est marrant. Quand je t'écoute parler, tu disais que tu croyais pas au couple. Moi, je te dirais que j'ai pas du tout... j'ai jamais eu ce problème-là. Moi, je crois au couple. Ça, c'est pas un souci. Mais par contre, quelque chose qui était très présent chez moi et qui l'est encore de toute façon, c'est la peur de l'engagement. C'est le désir, c'est de ne pas vouloir m'engager, tu vois. C'est quelque chose qui, oublie, ça m'intéresse pas. Mais c'est peut-être, en fait, c'est pas peut-être. C'est qu'un jour, je me suis vraiment penchée dessus. Je me dis, bon, ok, j'ai toujours aimé être en couple, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'ai toujours passé ma vie célibataire. Je veux dire, aussi jeune que aussi loin que je puisse aller, j'ai toujours été célibataire. Je suis pas la femme qui a passé, je sais pas moi, 5-6 ans avec un mec à un moment donné ou quoi que ce soit, ça n'est jamais arrivé. J'ai eu les plus longues relations que j'ai eues, c'était peut-être 2 ans, grand max, et bien sûr, ça pouvait pas continuer parce que je choisissais toujours des mecs avec lesquels c'est juste impossible d'aller plus loin, tu vois. Et donc, en réfléchissant à ça, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que j'allais vers des mecs que je savais dès le départ que c'était pas possible de créer quelque chose, et puis forcément, en les fréquentant, bon, c'est la relation elle se développe, je tombe amoureuse, mais c'est sûr et certain que peu importe comment elle va se développer, ça ira pas plus loin, parce qu'il n'y a jamais eu de possibilité dès le départ, tu vois. Et en y réfléchissant vraiment, je me suis rendu compte que oui, effectivement, c'est ce que j'ai un souci avec l'engagement. J'aime juste pas l'idée de l'engagement, mais c'est parce qu'en fait, j'ai acheté la définition d'autres personnes de ce qu'est l'engagement, tu vois. Et à partir de cet instant, je me dis, mais c'est quoi réellement pour moi l'engagement? Et à partir de l'instant où je peux redéfinir l'engagement selon ce que moi, je considère
L'engagement, c'est-à-dire pour moi, c'est la responsabilité, c'est l'idée d'être fiable, tu vois, et non l'obligation. Parce que l'engagement, pour moi, c'était synonyme d'obligation. Et c'est ça qui me rebutait complètement, c'était l'obligation, la prison, tu vois. L'horreur. Donc, toi, quand tu pensais à l'engagement, parce que je sais que toi aussi, c'était un souci, l'engagement, il a fallu que tu redéfinisses ce que c'est l'engagement pour toi et qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'engagement aujourd'hui? Ouais, complètement. Alors là, c'est exactement ça. Moi, pour moi, l'engagement, c'est synonyme de prison, tu vois. J'étais tellement attachée à ma liberté, tu vois, j'étais déjà en prison, en fait, avec ce concept de liberté. Et donc, l'engagement, ouais, c'était des contraintes. C'est-à-dire qu'une fois que je me serais engagée dans une voie, hein, puis c'est valable aussi, enfin, c'était valable dans d'autres domaines de ma vie. C'est que je peux le regarder, comme je disais dans l'article, par exemple, m'engager sur une année au yoga. Moi, je préférais prendre au mois le mois, tu vois. Parce que si jamais, je sais pas, je pars, je change de région, ou que le mois prochain, j'ai pas envie d'y aller, hein, donc au mois le mois, tu vois. Donc ça se traduit aussi dans d'autres domaines de ma vie. Et donc dans la relation amoureuse, il a fallu y aller vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Et c'est là qu'il a été magnifique. C'est que lui, par contre, qui était à fond dans l'engagement et moi pas du tout, il m'a apprivoisée. Donc cette femme sauvage que j'avais reconnectée, cette femme libre, il l'a apprivoisée. Ça veut pas dire qu'il m'a domestiquée, hein. Non, non, non. Mais il m'a laissé venir à mon rythme. Donc au départ, comme je disais dans l'autre conférence, peut-être que tu as vu, je venais mais pour 3 jours. Et j'ai dit, mais après, je sais pas si on se reverra. Et c'est tout ce que je pouvais faire. Tu vois, je pouvais juste faire un pas à 3 jours. Et puis après, il m'a proposé de partir en vacances ensemble. Alors là, c'était en vacances, ok. Dans combien de temps? Bah pour le mois d'août, donc dans 2 mois. Dans 2 mois? Mais je dis, attends, mais dans 2 mois, je sais pas si on sera encore ensemble. Tu vois, l'horreur. Ouais, il dit, bah ok. Et là, il m'a fait comprendre, il dit, mais Alice, ok, c'est possible que dans 2 mois, on soit plus ensemble, mais la vie, c'est ça, c'est des projets qui aboutissent ou qui n'aboutissent pas, mais c'est comme ça qu'on avance. Il dit, si jamais dans 2 mois, on n'est plus ensemble, eh ben on annulera. Ah ouais, ça m'a fait du bien d'entendre ça, tu vois. J'ai fait, ok, d'accord. Il dit, mais je sens qu'il y a encore quelque chose qui te... Je dis, bah oui, parce qu'on va partir quand même une semaine ensemble, 7 jours sur 7, tu vois, 24 sur 24. Moi, j'ai l'habitude d'être, voilà, comme toi, seule. J'ai ma vie, je suis bien avec moi, j'ai mes petits rituels. Là, 7 jours sur 7 avec un mec pendant voilà, toute la journée et la nuit. J'ai dit, peut-être que j'aurais besoin de me retrouver seule. Il dit, bah oui, il n'y a pas de problème. Combien de fois? Je sais pas, peut-être une demi-journée ou 2 demi-journées dans la semaine. Il dit, il n'y a pas de problème, à partir du moment où tu me le dis. Il dit, moi, je cours. Il court beaucoup. J'emmène mes baskets et j'irai courir, je ferai ma life. Et je suis aussi autonome. Mais juste, il faut que tu me le dises. Et que tu assumes ce besoin d'être seule. Et à partir de là, on peut partir en vacances une semaine. Et ben, je dis, ouais, ok, on y va. Et puis voilà, puis après je suis venue vivre avec lui, et puis maintenant on fait des projets de trouver un lieu de vie ensemble, commun, enfin tu vois. Et ça s'est fait comme ça petit à petit, donc je me suis réapproprié la notion de l'engagement, et je me suis rendu compte que dans l'engagement, en fait, il y a une progression qui se fait, et un travail sur moi qui se fait aussi plus en profondeur. Parce que je dois avouer que à plusieurs reprises, j'aurais pu sortir vite fait de la relation, en fait. Ouais. Tu vois, quand il y a un obstacle qui est vraiment difficile, qui te réveille des blessures ou des choses à transformer, ben moi, je suis du genre à faire ma valise, je dis, ouais, c'est bon, allez, j'étais bien toute seule. Hein, ouais, de toute façon. Tu vois, et c'est ça le risque de pas s'engager dans la relation. Parce que tu peux rebrousser chemin, mais comme dans l'activité pro. Tu vois, ce que tu fais aujourd'hui ou ce que je fais, bah, plein de fois, on a envie de jeter l'éponge et d'arrêter. Alors que si on regarde, il y a plein de choses déjà qui sont mises en place, tu vois. Et ben la relation amoureuse, c'est pareil. C'est vraiment un chantier d'évolution si on y va et on s'investit et on rebrousse pas chemin au premier obstacle. Comme pour les cours de yoga. Est-ce que c'est un choix dans le sens où est-ce que tu t'avances et puis c'est vraiment une question de choix ou bien tu sens que c'est juste parce que c'est la... Comment dire? Non. Que c'est peut-être parce que c'est la bonne personne ou bien c'est vraiment ce que tu devrais faire. Dans le sens où est-ce qu'il y a, il y a un sentiment de... Ouais, de choix tout simplement. Est-ce que c'est une décision que tu prends à chaque fois qui est de continuer? Oui. Ok. Oui, oui, oui. Moi je le sens vraiment comme ça. Bah tu vois, là il y a pas longtemps pour le choix du lieu de vie. Moi aujourd'hui, je vis chez lui. Okay. Parce que je l'ai rejoint. Nan, nan. Mais ça devait être provisoire. Oh quoi? Tu vis chez lui? Ah, t'imagines? Ah ouais. Ah non, mais Henriette, je devais rester 3 mois. Bon, après, j'avais dit,
3 mois renouvelables une fois, donc 6 mois. Bon, au bout des 6 mois, le CDD, on a refait un point. Je dis, bon, ça se passe bien quand même, c'est super, c'est génial en fait la vie de tous les deux. Ok, bon, alors 6 mois de plus. Bref, ça fait 1 an et demi. Sauf que 1 an et demi après, j'ai peut-être dépassé un petit peu ma limite, tu vois, parce que je suis quand même chez lui. Et je crois que c'est hyper important de choisir un lieu ensemble. On mettra tous les deux ensemble notre énergie en même temps. Dans la maison ou dans l'appartement, et aussi l'environnement, parce qu'aujourd'hui il est en région parisienne et moi c'est pas un environnement qui m'éclate, moi j'ai besoin de la nature autour. Et donc j'ai dit, écoute, si toi tu te sens pas de le faire, moi j'ai besoin, en amour pour moi c'est hyper important que je sois dans un lieu qui est proche de la nature. Donc je partirai et puis on reprendra notre relation à distance comme on le faisait, on était à 700 km au départ, hein, donc ça se faisait. Et puis, et voilà, en fait, c'est en écoutant moi ce dont j'ai besoin. J'ai dit, moi, il faut que j'aille dans ce sens-là, c'est important pour moi. Et ben que lui, il a eu envie de suivre le mouvement, quoi. Et du coup, on va choisir un lieu ensemble en province. Mais oui, le choix, il s'est fait, en fait, moi, je l'ai fait à partir de moi. Sans l'obliger à le faire, tu vois. Mais ça se fait naturellement. Voilà. C'est un sacré saut, ça. Ah ouais, t'imagines? Ah, chez lui, mon Dieu! Ouais. Mais oui, non, c'est même pas, tu sais, l'idée de peut-être prendre une maison à deux, je peux l'imaginer, tu vois, un espace à deux, mais l'idée de aller vivre chez l'autre, c'est-à-dire que toi, tu n'as plus de chez toi. Ah ouais. Non. Moi, je pense que j'ai pu le faire parce qu'en fait, l'étape d'avant, j'étais en coloc. Tu vois? Alors, autant l'étape avant, bah, j'étais seule après le désert et puis au milieu de la campagne, hein. Et ensuite, j'ai expérimenté la coloc parce que j'avais envie justement de stimuler ma conscience spirituelle au quotidien. Donc, l'interaction humaine, bah, ça, c'est tout le temps que tu te remets en question, le miroir de l'autre. T'as connu, toi, je crois, la coloc? Ouais, j'ai connu ça et puis c'est pour ça que je vis de nouveau seule. J'ai fait la même expérience, j'avais aussi envie, parce que j'ai commencé par vivre seule longtemps. Puis à un moment, ici... en Amérique du Nord, surtout au Canada en tout cas. Je sais qu'à Montréal, les gens vivent en colocation longtemps. Je veux dire, tout le temps, ils sont célibataires, ils vont souvent se mettre en colocation, tu vois. Puis moi, c'était pas le cas. Puis là, je me suis dit, oh, ça a l'air sympa, tu vois. On va faire un peu à la friend, là, on va vivre ensemble, une bande d'amis ensemble. Et ça a été vraiment sympa. Vraiment, je me suis éclatée. C'était très vivant, mais effectivement, les frictions étaient aussi intenses parce que voilà, tu vis avec les personnes et puis c'est souvent des frictions qui sont pas réellement à des choses que la personne te fait. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment juste au niveau des valeurs. Elle a une façon de vivre, t'en as une autre. Et puis les petites choses que ces personnes font viennent te chercher à un niveau que tu n'imaginais même pas. Je veux dire, même en relation avec dans un couple, parce que c'est pas la même chose, hein. Un colocataire est un colocataire. Ton mec, parce que j'ai déjà vécu en relation, je veux dire, j'ai déjà vécu en couple avec quelqu'un, même si c'était pas très long, mais j'avais déjà fait ça. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. On dirait que peut-être tu pardonnes plus, ou bien si la personne ne fait pas quelque chose, tu vas peut-être le faire à sa place parce que voilà, c'est ton mec. Puis c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Mais un coloc qui fait pas sa part, c'est pas la même chose, tu vois. T'as l'impression de subir sa négligence. Tu vois, et tu le subis dans ta vie, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, quand t'as 5 ou 6 colocs, c'est vrai que de passer à la vie à 5 à la vie à 2, bah, ça s'est fait finalement très naturellement. Ouais. Hein. Tu vois, ça n'a pas été difficile dans ce sens-là. Dans l'autre sens, peut-être que ça aurait été dur. Tu vois. J'étais sortie de mon lieu de vie à moi pour aller dans le sien. Mais là, c'était différent en fait. Je revenais de cette expérience-là. Ok. Donc là, en ce moment, tu es maintenant, alors, la femme libre, indépendante et à présent en couple. Elle vit avec un mec, engagée avec des projets d'avenir. Comment tu te sens là-dedans? Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu as l'impression que c'est la chose juste ce que tu fais maintenant? Alors, moi j'ai toujours du mal avec la notion de en couple. Tu vois, je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est tout l'inconscient qu'il y a derrière ce mot-là? Il y a comme quelque chose de figé, tu vois, dans la notion de en couple. Ça y est, elle est casée, quoi. Ouais, c'est fini. Il n'y a plus d'autres moyens, d'autres définitions de possibilités. Ouais, c'est ça. Ah, t'es casée. Moi, je sens que je suis sur mon chemin. Ouais. Je sens que je suis sur mon chemin dans la mesure où je tire les enseignements de cette expérience et je les partage. Je veux dire, avant, voilà, je suis revenue du désert et j'ai guidé d'autres personnes dans le désert pour se reconnecter à leur âme.
Aujourd'hui, je témoigne de mon expérience du couple et je transmets mes astuces aux femmes que j'accompagne dans ce domaine-là. Donc, je crois que je suis toujours sur mon chemin, en fait. Et peut-être si un jour j'ai des enfants, bah, peut-être que je guiderai les femmes, je sais pas, à devenir maman, j'en sais rien, en gardant leur connexion spirituelle, je te dis n'importe quoi. En fait, moi, mon chemin dans cette vie-là, je crois que c'est de témoigner ce que je suis et de faire partager mes expériences pour éclairer ceux qui en ont besoin et qui se retrouvent dans mon histoire, en fait. Exact, ouais. Voilà. Donc là, si je comprends bien, en ce moment, dans ton travail que tu as créé, finalement, c'est directement en lien avec l'expérience que tu as eue avec cet homme. Donc, et en étant entré dans ta vie, il t'a en fait, la redéfini, en fait, ta vie ou ta trajectoire un petit peu. Il m'a aidé à ouvrir mes carapaces. Il m'appelait la tortue d'ailleurs, tu vois, quand il m'a rencontrée. Quand je venais 3 jours. C'est intéressant cette idée de carapace, c'est vrai, je t'ai entendu parler de ça. Je voulais aussi qu'on parle de ça parce que, comme tu dis, tu étais déjà quand même dans un chemin spirituel où tu aides d'autres personnes, donc c'est beaucoup dans un partage d'amour où tu sais recevoir et surtout donner et envelopper et nourrir. Mais malgré tout, comme tu dis, il y a une carapace dans la relation amoureuse. Tu te rends compte que au niveau de ton cœur, il y a quand même encore une carapace. Mais là, la carapace, c'est très imagé. Ça donne quoi dans la réalité? Je veux dire, ça va être quoi tes réactions quand il va essayer peut-être quoi d'être affectueux? Tu vas le repousser. C'est quoi qui se passe réellement quand tu dis qu'il y a une carapace? Eh bien, je l'ai surtout senti dans ma difficulté à recevoir. Donc, tu vois, tu te dis effectivement, et c'est pour ça que j'ai choisi d'accompagner les femmes de mon profil, célibataires, spirituelles et indépendantes, parce que, oui, on est dans l'accompagnement. Ça, on sait très bien faire. Écouter l'autre, l'aider, le soutenir, lui donner de l'amour inconditionnel, de la considération, Mais quand il s'agit de le recevoir ça pour nous, recevoir de l'aide, recevoir du soutien, enfin je parle pour moi, et ben ça a été une étape difficile. Et là j'ai senti que j'avais mis une barrière, une limite. Parce que cette carapace, bien sûr, elle m'a protégée. Parce que je voulais pas être redevable de quiconque. Je m'étais construite en comptant que sur moi. Donc tu vois. Mais par contre, ça me limitait dans l'avancement de la relation et de ce que l'univers voulait me donner à travers lui. Parce que j'étais OK pour recevoir les cadeaux de l'univers, mais tu vois, qui n'impliquaient pas à travers lui. C'est ça. Tu vois, je sais pas, hop, t'as un logement qui se présente, super, que tu cherchais, ouais, génial, nanana. Ou autre chose, une rentrée d'argent, j'en sais rien. Mais que ça passe par lui, c'était juste hyper dur pour moi parce que je voulais pas être redevable. Je voulais pas être redevable. Et être redevable, ne pas être redevable, ça m'empêchait de pouvoir compter sur quelqu'un. De pouvoir m'appuyer sur quelqu'un, de pouvoir être épaulée par quelqu'un. Ok, là j'aimerais quand même t'arrêter de te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu reçois de lui, est-ce que tu te sens redevable? De moins en moins, mais ça m'arrive encore. Ok. Ça va beaucoup mieux, Henriette, mais je pense qu'il y a encore des trucs à gratter. Et tu sais, au départ, en fait, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose dans ma tête qui s'imprimait comme une liste, tu vois. Il y a eu ça, 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 comme si je faisais un décompte, quoi. Mais je pourrais jamais tout redonner, c'est pas possible. Mais ce que j'ai compris, et c'est ça que l'amour, il n'arrive pas à circuler plus fluidement sur la Terre, c'est que pour que l'amour circule, il faut des émetteurs et des récepteurs. Il y a beaucoup d'hommes qui ont tellement à donner, tellement d'amour, qui prend différentes formes, et que tellement de femmes sont aussi campées sur leur position d'indépendante et ne veulent rien devoir à personne, qu'ils peuvent pas l'envoyer parce qu'on peut pas le recevoir, tu vois. Ça circule s'il y a un émetteur et un récepteur. Voilà, et c'est ce que je dis, moi, mon émetteur, il marchait très très fort, mais mon récepteur, un peu, quoi. Alors que c'est quand même le principe féminin, c'est la réception. C'est la réception. Donc je recevais mon âme, très bien. Mais alors ce que l'univers envoyait par une personne en particulier, je voulais pas. C'est ça, hein, on est beaucoup campés, on s'en rend pas compte, mais écoute, effectivement, quand on est un petit peu une femme indépendante, c'est-à-dire qu'on est une femme forte, qu'on a pris l'habitude de compter beaucoup sur soi-même et recevoir
de la part d'un homme nous donne l'impression d'être faible, en fait. Moi, personnellement, c'est la notion d'être redevable ou non, je l'ai perdue à un moment donné, mais la notion toujours de la faiblesse, hein, c'est comme, je suis une femme forte, je suis une femme forte, donc c'est pas tellement que j'ai besoin de prouver ma force, mais c'est dès l'instant où je me mets à recevoir, donc à compter sur l'aide de quelqu'un d'autre. Puis il y a aussi l'autre peur qui est, si je me mets à compter sur l'autre, mais le jour où cette personne elle est plus là, qu'est-ce que je fais, tu vois? Tu sais, c'est toujours encore une fois la faiblesse, la peur de devenir faible, la peur d'être vulnérable. C'est ça. Et en fait, c'est ça, moi, quand j'ai commencé à ouvrir ma carapace autour du cœur, j'ai senti qu'il y avait de la vulnérabilité. J'ai senti qu'il y avait une partie de moi qui avait envie d'être aidée aussi, et soutenue, et aimée, et cajolée. Ouais. Et c'est vrai, je reconnais que dans la construction de la relation, ça a été une période inconfortable pour moi. De sentir cette vulnérabilité que je ne sentais absolument pas quand j'étais toute seule. Et du coup, j'ai eu tendance à un moment donné à dire bah ouais, mais quand même, je sentais pas cette vulnérabilité quand j'étais toute seule, moi je sortirais bien de la relation. Mais non, la vulnérabilité, ça fait partie de nous. C'est ça qui nous rend humains. Hein. Et oui, on est vulnérable et en amour aussi, donc c'est peut-être un peu désagréable au départ, mais on est des êtres hypersensibles et voilà. Donc c'est bon, moi je trouve, de reconnecter avec ça parce que ça permet aussi à l'autre d'apprivoiser sa vulnérabilité aussi, quoi. Et de baisser les armes. Ah ouais, baisser les armes. Baisser les armes, ouais. La guerre est finie, tu vois. Arrêtons de nous méfier de ça. Laissons circuler l'amour. Une main tendue, c'est une preuve d'amour. Ben voilà, on la prend et l'autre se sent bien dans cette posture-là aussi. Tu sais, toi, ça te fait du bien d'écouter les gens, de leur donner des conseils, de les aider. Tu vois, quand t'as des retours, oh, merci, ça m'a fait du bien, ta capsule, super, tu te sens, mais à ta place. Ouais. Et ben, je me dis, je vais pas lui priver de ce bonheur aussi. Ouais. Il se sent à sa place aussi quand il me donne un coup de main ou un soutien, tu vois. Ouais. Oh, c'était super cool cette conversation. Là, j'aimerais un peu parler de ton site. Hein. C'est alicedebernard.com. C'est ça. C'est ça, en un seul mot. Et donc, si jamais, parmi les rebelles créatives, ou n'importe quelle autre femme d'ailleurs qui découvrirait cette entrevue entre nous, voulait se faire accompagner, comment est-ce qu'elle procède avec toi? Eh bien, écoute, elle peut prendre contact directement sur le site en inscrivant son prénom et son adresse mail. Donc, pour s'inscrire à la newsletter. Et elle peut aussi demander une séance offerte pour faire connaissance. Moi, j'aime bien sentir les gens avec qui je chemine, avec qui je travaille. Et voilà, et sentir si on a ensemble des résonances qui peuvent être fructueuses pour un accompagnement. Donc, c'est génial. En plus, je pense que se faire accompagner par toi, ça va être comme se faire accompagner de sa meilleure pote qui a juste un peu plus d'expérience, en tout cas qui donne un autre point de vue. Parce que c'est vraiment cool, j'aime ça, l'échange est naturel et puis t'es vraiment très généreuse sur ton expérience. Puis ton mec doit être vraiment génial parce que je veux dire, c'est pas seulement ton expérience que tu partages, c'est la sienne aussi, tu vois. Donc, exactement. Et il est très, quand tu dis qu'il est très ouvert, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vraiment cool. J'ai beaucoup de chance, je reconnais. J'ai beaucoup de gratitude pour ce que la vie m'offre et je suis contente de m'être autorisée à recevoir finalement ce que je demandais au fond de mon cœur. Tu sais, c'est ça qui est difficile. Hein. Quand tu regardes et que moi récemment, c'est un moment maintenant que j'ai pris l'habitude d'accepter que la vie était facile. C'était dur à accepter ça, très dur à accepter parce que tu veux pas croire que c'est facile, tu vois, t'as tellement pris l'habitude de te battre pour les choses parce que c'était ça ta définition du monde, que de vraiment regarder, d'observer les choses, mais vraiment, et de reconnaître que à chaque fois que tu demandes quelque chose, eh bien tu le reçois tout simplement et c'est facile. Et ça prend pas 150 ans, ça prend pas 1 million d'années, il suffit simplement que tu dises ok, c'est juste, ça se présente et que tu dises ok, c'est ça. Il n'y a pas de ouais, mais ça c'est arrivé, mais à cause de ça, il y a ça qui marche plus, Dani, et du coup il faut que je creuse un peu plus loin parce que ça doit pas être aussi simple que ça. Alors ça c'est, je pense, le truc le plus difficile et il faut s'habituer. C'est vraiment, il faut s'habituer à cette nouvelle conception qui est la vie est facile. Tu demandes quelque chose, tu l'obtiens, mais exactement tel que tu l'avais demandé. Puis voilà, ne complique rien d'autre. Alors moi, c'est ça aujourd'hui que je fais aussi. Et tu sais, même avec ces histoires de sites de rencontres, ça va un petit peu dans ce sens-là, tu vois. C'est comme, ok, je te raconterai la suite.
Ah oui, j'ai hâte d'en savoir plus. Étant donné que je suis en plein dedans pour l'instant, je dis ok, on va laisser ce truc se faire, mais je te raconterai la suite. Ça marche, avec plaisir. Ok Alice, bah écoute, on va arrêter l'entrevue ici parce que sinon je pense que nos amis vont avoir du mal à tenir à la route. D'accord. Donc, alors, on a déjà présenté ton site. Bien sûr, il y a toujours Facebook aussi, hein, DS in Love, si jamais elles veulent rejoindre ta page. Et puis voilà, donc moi, Rebelle Créative, cette entrevue se termine ici. J'espère que tu as adoré cette entrevue. Moi, je l'ai adorée. C'est un moment vraiment super. Je suis contente d'avoir partagé l'entrevue avec Alice. Puis moi, je te revois la semaine prochaine, hein, comme d'habitude. Et d'ici là, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Ciao. Merci.